Nous allons la construire. Laurent Mauduit de Mediapart, spécialiste des questions économiques, m'a rejoint pour animer donc ce premier plateau consacré au travail en miettes à l'heure de la loi Macron, avec des économistes, des chercheurs, un avocat. Premier invité, Danielle Linhart. Bonsoir, vous êtes sociologue, vous êtes directrice émérite de recherche au CNRS, vous êtes spécialiste de la modernisation du travail et de l'emploi. Vous avez beaucoup travaillé sur les nouvelles formes de pénibilité et de souffrance au travail. Et vous publiez un nouveau livre, je crois en janvier, intitulé « La comédie humaine du travail » chez Erès. Bonsoir Françoise Milewski, vous êtes économiste à l'OFCE, vous êtes membre de l'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes et vous avez vous aussi beaucoup travaillé sur les femmes dans l'entreprise, sur l'égalité d'emploi ou de salaire entre les hommes et les femmes. Jacques Rigaudia, bonsoir, vous êtes économiste, vous avez été l'ancien conseiller de Michel Rocard, l'ancien conseiller social de Lionel Jospin, vous êtes aujourd'hui membre de la Fondation Copernic et en 2012, vous avez démissionné avec un certain bruit du parti de gauche, le PG, dont vous étiez un adhérent de la première heure. L'avocat, il s'appelle Fyodor Ilov. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste comme Pierre Jox, du droit du travail et de la défense des salariés. Vous êtes souvent associé par vos actions à la CGT, pas associé d'ailleurs, la CGT est votre mandataire, et vous avez en particulier plaidé dans des dossiers de plans sociaux qui ont fait beaucoup parler, Maury Ducrot, le transporteur, Goodyear ou encore les Trois Suisses. Vous avez notamment obtenu, avec d'autres avocats, l'annulation, annulation confirmée en appel en octobre dernier, je crois, du plan social, donc du transporteur Maury Ducrot, qui comportait 2300 licenciements. C'est bien ça ? Absolument. Et Laurent Mauduit, donc, qui est à côté de moi. Première question, j'ai envie de vous la poser à vous, Jacques Rigaudia. C'est la même qu'à Pierre Jox. Je suis d'ailleurs pas tout à fait sûr qu'il m'ait répondu. Est-ce qu'avec la loi Macron, la gauche au pouvoir peut se permettre d'attaquer assez violemment, disons, le droit des salariés d'une façon que la droite, elle, aurait peut-être beaucoup plus de difficultés? La droite n'est pas au pouvoir. Elle l'a été pendant 5 ans. Elle l'a été pendant 5 ans, elle n'a pas été jusque-là, mais comme le disait Pierre Jox tout à l'heure, elle a fait un certain nombre de réformes. Je pense en particulier à la fin de la hiérarchie des normes, qui est quand même pas tout à fait rien, et beaucoup d'autres choses. 2003. Oui, tout à fait. Donc je pense que si elle était au pouvoir aujourd'hui, ou si elle l'était, ou si elle le sera demain, sans doute oserait-elle. Non, je pense que le sujet de ce point de vue-là, c'est plutôt, comment dire, comme le disait Pierre Jox, la surprise que des gens qui ont été élus sur un autre programme, mais en tous les cas pas sur celui de la destruction du droit social, et en l'espèce sur le travail du dimanche, le repos dominical. Mais vous avez vous-même évoqué dans le projet de loi Macron d'autres sujets il y a 2 jours sur les PSE. Donc le travail du dimanche attire l'attention, mais il n'y a pas que cette chiennerie-là, si j'ose dire, dans ce projet de loi. On verra bien. Mais je ne sais pas dans quelles conditions cette loi va être discutée, débattue, amendée, promulguée. Donc nous verrons bien si ordonnance, 49.3, si les frondeurs s'opposeront au lieu de s'abstenir. Donc je ne suis pas dans l'exécutif, je ne suis plus socialiste. Je suis même au Parti communiste français aujourd'hui, donc je suis affligé, mais je ne suis pas un socialiste affligé. Est-ce que vous partagez cette stupéfaction, Danielle Linhart ? Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que les socialistes, le gouvernement socialiste, restent très proche de l'idéologie de la droite à l'égard du travail, c'est-à-dire une grande méfiance à l'égard des salariés, qui consiste à considérer que tout ce qui peut correspondre à des avantages, à des acquis, à des défenses, c'est par définition néfaste pour la croissance, pour les emplois, pour la compétitivité. Et ça, à mon avis, ça prend son origine dans ce qui est devenu l'opinion publique française, c'est-à-dire une opinion publique complètement indifférente à la souffrance du monde du travail, qui exerce un jugement implacable, qui considère qu'en France, on ne travaille pas assez, qu'il faut regarder les autres pays, qu'il n'y a pas lieu de se plaindre, qu'il y a trop d'avantages, qu'il faut vraiment travailler. Ça a commencé en 84, je ne sais pas si vous devez vous souvenir, avec l'émission de
de France 2, Vive la avec crise. Yves Montand, Vive la crise, qui a commencé Laurent bien. Geoffrin et quelques autres. Absolument. Ah, elle arrive à bon C'était la deuxième gauche à l'époque. C'était oui, mais la Fondation Saint-Simon. Ça commençait à considérer que l'attitude des Français au travail était un obstacle à la croissance économique et un obstacle à la performance. Et ça a été continué ensuite par Raffarin, qui a osé faire un discours au Québec en disant il ne faut pas que les Français considèrent que la France sont des lunaparks. Et ça a été évidemment prolongé par Sarkozy sur la réhabilitation de la valeur de travail pendant sa campagne. Sans oublier Laurent Wauquiez et le cancer de l'assistanat. Voilà, il y a une sorte de consensus qui va de la gauche à la droite et qui considère qu'en France, le rapport au travail n'est pas sérieux, alors que nous savons parfaitement, et beaucoup d'enquêtes sociologiques le montrent, que le rapport au travail des Français est très particulier, puisque, comme il a été dit par des sociologues, ils mettent plus que dans d'autres pays leur honneur au travail, c'est-à-dire qu'ils veulent bien travailler, ils veulent se reconnaître dans leur travail. Et il y a quelque chose de très vital dans la relation des Français et leur travail. Eh bien, l'opinion publique, et la droite comme la gauche, surfent là-dessus, considèrent qu'en France, il faut verrouiller un peu ces salariés pour qu'ils soient efficaces. Même analyse, Françoise Milewski? En partie seulement, parce que à la question est-ce que la droite l'aurait fait bon, bien sûr, on ne sait pas ce qu'elle aurait fait si elle avait été au pouvoir. Maintenant, je crois quand même que, et on l'a vu dans d'autres circonstances, et en 1983, au moment du plan d'austérité en particulier, il y a des choses que peut faire la gauche, parce qu'à un moment donné, elle a encore la confiance d'une partie des salariés, d'une partie de la population, que la droite n'oserait pas faire de façon aussi brutale. Donc je crois qu'il y a aussi cette dimension je voulais dire, effectivement. Qu'il faut prendre en compte. Et dans toute la politique actuelle, notamment vis-à-vis du marché du travail, on a à la fois des choses, on y reviendra peut-être, qui visent formellement à limiter les temps partiels très courts, à fixer un minimum d'horaire pour le temps partiel, mais qui est contourné dans la mise en œuvre et problématique, et puis des choses qui sont le tout marché. Alors, je ne sais pas si l'opinion publique en général adhère à ce qui est le mythe sur le fait que l'OCDE est le tout marché, mais l'OCDE, c'est bien plus compliqué que ça. On a aussi une tendance dans les pays européens à pousser au bout une vision du marché que parfois ni les États-Unis ni l'OCDE ne poussent jusqu'à ce point. Et donc sur la vertu de la libre concurrence dans le travail et de la suppression de toutes les protections. Féodor Ilov, oui. Sur la loi Macron, est-ce que vous considérez, et même en tant que praticien du droit, que c'est une nouvelle régression? C'est-à-dire qu'est-ce que vous partagez l'avis de Pierre Jox tout à l'heure, qui nous a dit que la progression, le progrès social en France avait connu des pics, qu'il avait l'air d'ailleurs d'arrêter pareil que vous dans les années 80, et que là, on est dans le temps du détricotage et de la régression. Oui, moi je suis complètement d'accord avec ce que dit Pierre Jox. Et sur la question de savoir est-ce que la droite aurait fait pire ou moins, moi je pense que la droite, si elle avait été au pouvoir et si elle avait pu, serait allée encore plus loin que Macron et Hollande et Valls. Probablement que les rapports de force, en revanche, auraient été différents. C'est-à-dire que le possible pour la droite aurait été, je crois, moins large, en tout cas en ce qui concerne le détricotage du droit social. Mais vous savez, c'est pas propre à la France, ça, hein, de voir les organisations social-démocrates être les fers de lance de la destruction des règles de protection et qui permettent de promouvoir l'égalité. Prenez l'Allemagne, par exemple. En Allemagne, la déconstruction du droit du travail, des grandes règles de protection qui étaient à peu près au même niveau que celles que nous connaissions encore il y a peu de temps en France. Tant et si bien qu'on a presque l'impression qu'ils reviennent reviennent dessus. C'est Schröder, Hartz IV, etc. Ce sont des SPD, sociaux-démocrates. Oui, et en Angleterre, exactement de la même manière. Idéologiquement, les partis sociaux-démocrates sont à la pointe du discours, des batailles d'idées consistant à essayer de faire partager aussi largement que possible la conception selon laquelle il faut lever les protections pour promouvoir l'économie. Voilà. Ils sont vraiment les pilotes de cette démarche partout, et on voit bien qu'en France, malheureusement, on n'est pas épargné. En fait, si je vous entends bien, il y a
en consensus entre vous quatre. Je veux dire, tout à l'heure, Pierre Jox employait le terme de déconstruction. Moi, ça me faisait penser au livre que j'avais trouvé formidable, qu'on avait chroniqué sur Mediapart d'Alain Supiot, qui est professeur au Collège de France, L'esprit de Philadelphie. Philadelphie, c'est en parallèle avec Bretton Woods, qui organise un monde monétaire et financier stable. C'est un monde social stable. Le but des sociétés humaines, c'est le bonheur des gens. Et toute la thèse de Supiot, dans son livre, c'est de dire que depuis la libération, ce qu'on a vécu a été progressivement et lentement un travail de déconstruction. Donc, est-ce qu'il est vraiment opportun de jauger exactement le travail des uns ou des autres, ou est-ce qu'il ne mieux pas dire, en fait, il y a eu des coups de boutoir successifs de la gauche, alternativement de la gauche et de la droite. Si je dis ça, c'est, je pense, si on parle de la loi Macron, il y a donc la disposition sur le travail le dimanche. Quelle est la première grande disposition qui bouleverse le Code du travail? C'est 1992. 1992, à l'époque, la ministre du Travail, c'est Martine Aubry. Et il y a un préfet d'Île-de-France qui prend des arrêtés qui seront jugés illégaux par le Conseil d'État, mais qui fait exploser le système. Donc voilà, est-ce que le bon regard n'est pas celui-là? Coups de boutoir successifs dans les différents volets du Code du travail. Mais, enfin, dans la mesure où on m'interroge... Jacques Rigaudy a la mémoire des choses, sur longue période. Oui, non, mais mémoire des choses. Mais je pense que le sujet, c'est pas coup de boutoir contre le Code du travail. C'est clair. Mais moi, ce qui m'importe, d'une certaine façon, c'est de voir que ce mouvement est un mouvement général. Pas que franco-français. C'est un petit reproche que j'avais envie de vous faire sur l'intitulé, chômage de masse. Vous faites comme s'il y avait un chômage de masse. Bien sûr, on est à 10, 10,5%. Mais la réalité sociale du chômage en France, c'est aujourd'hui un chômage de 3, 3,5% pour les cadres supérieurs, un chômage aux alentours de 5% pour les cadres moyens, un chômage de 10 à 20% pour les couches populaires. Bon. Et si je prenais les CDD, l'intérim, le temps partiel, tous les éléments de précarisation, on verrait que ce n'est pas un chômage de masse. C'est un chômage sélectivement de masse. Donc moi, je voudrais qu'on sorte de ces visions moyennisantes où on oublie que derrière, il y a des rapports de classe. Et il y a des réalités sociales très différentes. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe politiquement aujourd'hui si on n'a pas ça en tête. Est-ce que pour moi, les couches supérieures, le cas, question à l'économiste, dans les questions dans les comme ça, les périodes de fort chômage, est-ce que les moins diplômés sont toujours les plus touchés? Je suis désolé. Cette situation-là, différentielle, est une situation structurelle depuis 30 ans. Ma question. Bon, donc c'est pas 2008-2009, c'est pas certains casques dans la crise. C'est une situation structurelle que nous connaissons. Il suffit d'aller sur le site de l'INSEE, regarder chômage par catégorie socio-professionnelle depuis 1982. C'est pas très compliqué. Hein. Et je vous dis, toutes les réalités de la précarité sont de cet ordre-là. Bon. Donc le premier truc, c'est ça, il n'y a pas un chômage de masse, il y a un chômage des couches populaires. Il y a une précarisation spécifique des couches populaires. C'est différent. Il y a donc le débat porte essentiellement sur la précarisation. Les conséquences des coups de boutoir sur le cas du travail, ça a été l'explosion des formes de travail avec... Laurent, il y a eu cette statistique formidable. On parlait de l'Allemagne. Si on reste sur le chômage, si on veut comprendre la situation aujourd'hui, si on reste sur le chômage, on dit ils sont à moins de 5% en Allemagne, on est à 10%, ils sont bons, on est mauvais. Bon. Sauf que Hartz, les différents Hartz, je regardais avant de venir, Hartz de 2003 a créé les mini-jobs et les midi-jobs. Les mini-jobs, c'est 450 € par semaine, par mois, pardon. 450 € par mois, les midi-jobs, c'est entre 450 et 850 €. Et les distributeurs de prospectus. Voilà. Pas seulement. Aujourd'hui, non, mais pour qu'on se rende compte de qu'est-ce que c'est. Donc c'est des créations de 2003. En Allemagne, les mini et midi-jobs représentent 9,2 millions d'emplois. Le tiers des emplois en Allemagne. Bon, si on prenait l'Italie, on parlerait des Cococo. Si on parlait de l'Espagne, on parlerait des CDD. Si on parlait de la Grande-Bretagne, on parlait de toutes les autres formes de contrats qu'ils ont pu inventer là-bas. Travailleurs roumains. Donc chacun aujourd'hui en Europe est dans cette situation sous des formes spécifiques. Le chômage n'est plus vraiment l'indicateur. Moi, j'étais directeur de la STAD de l'ANPE il y a 30 ans. Et j'ai bien vu comment ça s'est passé entre-temps. La réalité, c'est la déconstruction de l'emploi.
l'emploi est en lambeaux. Il y a du sous-emploi massif qui s'est constitué avant, ou bien on était au chômage, ou bien on avait un boulot en CDI à temps plein. Ce qui s'est, si j'ose dire, construit ou déconstruit, comme vous voudrez, dans ces 30 années-là, c'est toute cette zone de sous-emploi. Et quand j'entends ce qui se dit aujourd'hui, j'entends qu'il vaut mieux travailler 1 heure par semaine que d'être au chômage. C'est ce qu'on nous dit, c'est ce que nous disait Martin Hirsch avec le RSA. Voilà, c'est ça qui est en jeu aujourd'hui, en France comme ailleurs. Et c'est de cette situation réelle qu'il faut partir pour comprendre les déconstructions qui se font sur le terrain des institutions et du droit du travail en particulier. Je veux juste rappeler cette statistique de la semaine dernière, impressionnante de l'INSEE, je crois, disant que l'immense majorité, la moitié des CDD sont de moins de 10 jours. Arrivant à échéance en 2013 sont de moins de 10 jours. Oui. Oui. Moi, je suis assez d'accord, mais je crois qu'il y a quand même une spécificité française. Au moins sur le plan idéologique, sur le plan des rapports de force. On ne peut pas, même quand on est de droite, même quand on est supposé incarner l'aile libérale de l'UMP, on ne peut pas venir à la télévision en France dire « je suis favorable à la fermeture d'une usine parce que les actionnaires de la multinationale à laquelle appartient cette usine ont besoin de faire plus de profit et que pour obtenir ces bénéfices supplémentaires, ils ne peuvent pas faire autrement que de virer 500, 1000 ou 2000 personnes. » En France, ce n'est pas possible encore, idéologiquement, de venir clamer que c'est le bonheur de virer les gens, de supprimer des emplois, de détruire l'appareil industriel sur l'autel du profit. Ailleurs, et grâce d'ailleurs au travail de fond idéologique d'un certain nombre de sociodémocrates, moi aussi je suis au Parti communiste par ailleurs, grâce à leur travail idéologique de fond, ailleurs, c'est devenu possible. En Angleterre, clamer haut et fort que c'est un bienfait de supprimer en quelques heures des milliers d'emplois, c'est tout à fait acceptable. C'est même considéré comme une position normale. Et en Allemagne, et j'ai suivi ça, je dirais, en direct, en Allemagne, on a bien senti le basculement sous Schröder, lorsque tout d'un coup, il a été possible parce que des dirigeants politiques, et pas de droite, sont apparus pour dire massivement que c'est bien, que c'est ça qu'il faut, que c'est vers cela qu'il faut que la société tende, à savoir lever enfin tous ces obstacles à la circulation libre des flux de capitaux et des flux de travailleurs. Et voilà, on voit le résultat que ça donne. C'est une régression sociale et économique considérable. Et c'est ce qu'on nous prépare ici. Ils sont les pas choses encore, se sont accélérées. Macron ne peut pas encore le dire. C'est ça la question que j'allais vous poser. Attendez. En même temps, il ne peut pas dire « je suis pour la précarisation du travail et pour les distributeurs de prospectus à 600 euros ». Est-ce qu'il peut dire ça encore? Il y a un Pascal Lamy qui est de cette sensibilité-là. Pascal Lamy, je vous le rappelle, a fait une déclaration il y a 3 mois, disant qu'il valait mieux un petit boulot. Pardon? Oui, mais c'est Pascal Lamy. Ce n'est pas encore le ministre de l'économie et des finances d'un gouvernement qui a été élu par la gauche. Mais on sent qu'il trépigne quand même. C'est un autre problème, mais... On sent qu'il trépigne. De le dire, vous voulez dire. Absolument. Françoise Milewski. Oui, je crois que la montée de la précarité, elle est quand même largement liée à la montée du chômage. Alors, elle n'est pas spécifique à la France, elle l'est dans bon nombre de pays, mais c'est les coups butoirs de la déstructuration du marché du travail et du travail en miettes est liée à la montée du chômage, même si, je suis d'accord, le chômage n'a pas touché et ne touche pas dans la même proportion l'ensemble des catégories socio-professionnelles. Mais je crois que ce qu'il y a de très important dans la précarité, c'est que on a eu longtemps une définition très traditionnelle de la précarité comme étant l'instabilité, les contrats à durée déterminée, des trajectoires dans et hors le marché du travail. Et s'ajoute à cela maintenant, et de façon massive, cette notion précisément du sous-emploi, dont le temps partiel est une donnée majeure. Et le temps partiel s'est développé en France essentiellement depuis les années 90, du fait de la gauche en partie, avec des mesures de promotion au temps partiel. D'allègement de cotisation. Ce temps partiel, du coup, introduit aussi des différenciations entre le travail des hommes et le travail des femmes, c'est-à-dire introduit des inégalités supplémentaires pour des catégories socio-professionnelles. Et ce qu'il y a de frappant quand on regarde le temps partiel, c'est que ce n'est pas la vision d'un temps partiel en CDD, c'est-à-dire le pire de la précarité, bien sûr, il y en a beaucoup,
l'essentiel du temps partiel est aujourd'hui des contrats à durée indéterminée. C'est-à-dire que c'est une forme d'emploi stable. Alors, bien sûr, donc des il y a gens pire. qui travaillent 15, 20 heures, 25 heures par semaine. Oui, bien sûr, ou moins de 15 heures. Moins de 15 heures. Je veux dire, on constate dans la crise que la montée des petites quantités horaires est importante. C'est-à-dire que c'est tous les petits boulots. Et avec cette idéologie, il vaut mieux une heure de travail que rien du tout. Mais dans les pays européens, il y a eu un compris succès de des choses- librairie qui traitait de ça. Le succès du quai de Ouistreham, c'était absolument. de Florence Aubenas, Mais- c'était très exactement cette Absolument, catégorie-là. mais qui a bien montré ça, et qui a bien fait passer ça de façon très publique sur des choses qu'on essayait de dire de façon un petit peu théorique ou statistique. Mais ça a bien montré ça, et ça a bien montré également le phénomène de la pauvreté en emploi, qui est aussi une chose, je ne dis pas nouvelle, mais dont l'ampleur est maintenant très très grande. C'est-à-dire que la pauvreté n'est pas seulement liée au chômage, il y a massivement une pauvreté en emploi, c'est-à-dire des gens qui ont un boulot à temps partiel et au SMIC, ou à faible ou à bas salaire, et qui ne s'en sortent pas, surtout pour les familles monoparentales, si on prend l'extrême. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand on regarde les autres pays européens, il y a y compris des choses encore pires. Alors, est-ce que ça va se développer en France ou pas ? Ce qui existe aujourd'hui au Royaume-Uni sur le contrat 0 heure, c'est le comble de la flexibilité. C'est-à-dire qu'un salarié signe un contrat dont on ne garantit pas le nombre d'heures et il est à disposition de l'entreprise. C'est-à-dire que ça suppose là une disponibilité temporelle, une disponibilité totale, sans avoir aucune idée ni de sa propre organisation personnelle, ni du revenu qu'il va en prendre. Donc, sur le développement possible de la flexibilité, là, c'est le point extrême. Le mini-job en Allemagne n'est pas encore ça, mais c'est aussi un emploi sans protection ça sociale. revient presque à l'image d'Épinal des films ou des romans réalistes, vous savez, où des types, parce qu'à l'époque c'était plutôt des types, attendent dans une rue qu'un camion arrive pour le débarrasser. Ça revient à ça. Pour le BTP, Quand par exemple en France, on lit aujourd'hui un certain nombre des déclarations de certaines branches sur le thème « Si vous nous imposez le minimum de 24 heures hebdomadaires, eh bien on n'embauchera pas, on prendra que des auto-entrepreneurs, on prendra les gens en auto-entrepreneurs. » Ça témoigne de cet éclatement des formes d'emploi. Aujourd'hui, dans une entreprise, il n'y a pas simplement une convention collective, il y en a 50 parce qu'il y a une externalisation, une sous-traitance. Et si on va vers cette individualisation extrême, donc là, c'est le développement extrême de la flexibilité. Moi, je voulais rebondir aussi sur ce qui a été dit à propos du rapport de force. C'est vrai qu'on n'en est pas encore à des déclarations cyniques, qui consisteraient à dire ce qui est mauvais pour les ouvriers qui perdent leur emploi, leur travail, leur entreprise, n'est pas grave parce que c'est bon pour l'économie. On n'en est pas là. Mais je crois qu'on est vraiment dans une phase d'hypocrisie totale. C'est-à-dire qu'on a des discours au nom du bien commun, au nom de la sauvegarde des emplois. Au nom de l'emploi. Les la thématiques de ceux qui font cette politique, c'est ça créera peut-être des emplois plus flexibles, mais ça créera plus d'emplois. Maintient quand même. Et au nom de la croissance, c'est le terme qui est dans la loi. Ne m'empêchez de parler pour me dire tout ça. C'était pour que vous déconstruisiez ce discours. Mais vous faites la même chose que le gouvernement. Non, pas du tout. C'était pour appuyer votre propos. Bien sûr. Non. Mais je crois qu'on est vraiment dans cette logique cynique, hypocrite, qui consiste à dire tout le mal qu'on vous fait, en réalité, c'est pour votre bien. Et on le voit vraiment à travers toute la précarisation des emplois. Vous avez cité l'auto-entrepreneuriat, qui est quand même un phénomène très intéressant, qui se développe beaucoup. Et on dit, ben voilà, ça c'est un bon exemple de Français courageux, qui ne cherchent pas la protection systématique, ni d'être assistés, qui se lancent dans l'aventure. Et donc tout cet aspect de la précarisation des emplois est très très importante. Mais il y a un autre aspect que je voudrais mettre en évidence en tant que sociologue du travail, c'est que même pour les gens qui sont en CDI ou qui sont fonctionnaires, il y a une précarisation du travail qui fait que tout en étant stables dans leur travail, ils ont en permanence la peur de ne pas pouvoir assumer leurs tâches, de ne pas pouvoir atteindre les objectifs qu'on leur fixe, parce qu'il y a un processus de précarisation subjective, étant donné qu'une grande partie du management est influencée par des grands gourous qui disent qu'il faut maintenir un certain état de fébrilité. Y compris chez des fonctionnaires. Oui. Mais surtout chez les fonctionnaires, surtout. Il y a cette idée il faut qu'ils aient un peu peur, il faut qu'ils ne se sentent pas chez eux dans le travail,
il faut qu'ils ne se sentent pas entre eux, il faut les tétaniser. Moi, j'ai entendu, par exemple, des managers me dire « Mon boulot, c'est d'entretenir l'amnésie. Il faut que les salariés oublient comment ils travaillaient avant, il faut qu'ils se remettent en question, il faut qu'ils prennent des risques, il faut qu'ils acceptent de travailler, non pas selon leurs valeurs professionnelles, leurs valeurs de métier, mais uniquement en fonction de nos critères, nos méthodologies de rentabilité, etc. » Et donc, il y a véritablement une mise en difficulté, pour ne pas dire une mise en souffrance d'une grande partie des salariés stables, au nom, une fois de plus, de la performance économique, du bien commun, de la sauvegarde des emplois, où on dit aux gens, vous ne vous donnez pas assez de mal au travail. Et donc, à travers l'emploi précaire, il y a une précarisation objective, mais dans le travail, il y a une précarisation subjective qui fait qu'on entend des sondages très étonnants, comme 50 à 60% des Français qui n'excluent pas de se retrouver un jour SDF. Alors qu'on n'a quand même pas 50 à 60% de personnes qui ont des emplois précaires. Il y a un véritable sentiment de peur, d'angoisse, qui rend assez bien compte de la consommation de psychotropes, d'alcool dans l'entreprise, des dépressions, des suicides très élevés en France. Mais c'est tout ça qui fait un ensemble, au nom, une fois de plus, parce qu'il y a une véritable offensive idéologique, ce n'est pas parce que les salariés français souffrent par leur précarité qui les rend pauvres ou par un travail qui les déstabilise qu'on n'est pas sur la bonne voie pour la France. Et ça, c'est terrible. Je trouve vraiment que ça, c'est terrible. Est-ce que vous savez, je me dis qu'il y a une sorte de débat en parallèle entre la crise financière qui a généré un débat sur la re-régulation, comment contenir les débordements de la finance. Et est-ce que vous vous dites que quand vous observez les coups de boutoir de la déréglementation, avec ces effets massifs de précarisation, avec les effets massifs, je veux dire, depuis 10 ans ou 15 ans, le travail ne protège plus de la pauvreté, donc la pauvreté touche l'apparition et le développement des... Pardon ? C'est 84, les Restos du Cœur. Hein. Oui, les actifs pauvres. C'est-à-dire qu'on se dit que la conscience sociale de la réalité des actifs pauvres, c'est 84. Et en préparant ce débat, je rappelais à Frédéric qu'il y avait eu un colloque du CNPF, l'ancêtre du MEDEF, en 1985, où Gattaz, le père de l'autre, proposait de créer, c'était à l'époque le président du CNPF, des encas, emplois nouveaux à contrainte allégée. Et ça y est, nous y sommes. Et donc, dans le débat qui traverse à la fois le mouvement syndical ou les partis de gauche, est-ce que vous dites qu'il y a des mesures de re-régulation? Est-ce que le débat doit seulement porter sur la préservation du code du travail ou est-ce que le débat doit prendre un cours nouveau? Mais les salariés qui sont confrontés à cette dérégulation, à ce détricotage, leur aspiration, leur réaction spontanée, c'est de dire il faut remettre les règles en place. Vous parlez d'hypocrisie. Effectivement, il y a une hypocrisie, mais cette hypocrisie, elle n'est pas, librement choisie par Macron ou par Gattaz ou d'autres. Elle est imposée, cette hypocrisie, parce que l'immense majorité des citoyens de ce pays estiment que lorsque une société ou un groupe qui fait 4 milliards de profits nets après impôts décide en même temps de fermer une usine et de virer, de mettre à la rue des centaines de personnes, que ce n'est pas normal, que ce n'est pas acceptable. Ça, c'est quand même la position très majoritaire dans ce pays. Quel exemple, ça ? Tous les exemples sont bons. Vous pouvez revenir aux quelques batailles que vous avez citées tout à l'heure, des Maurice Ducrot. Etc. Là, ce matin, j'étais avec les salariés de Seita, qui appartiennent à un groupe qui est un géant du tabac, Imperial Tobacco. Qui était autrefois une entreprise publique. Absolument, autrefois une entreprise publique. Et leur usine à Carquefou, à côté de Nantes, vient de fermer. Quand ils voient les résultats que fait Imperial Tobacco, les profits monstrueux qui sont engrangés en même temps qu'on a anéanti leur usine, leur outil de travail, dans lequel ils ont passé parfois des décennies, ils sont consternés, atterrés, ils ne comprennent pas. Alors, vous voyez, ça c'est quand même quelque chose d'assez spécifique au rapport de force qui existe dans notre pays. Parce que vous allez aux États-Unis, ça évolue peut-être un peu maintenant, mais moi j'étais aux États-Unis avec des salariés qui se battent aussi là-bas. Bon, aux États-Unis, quand il y a une fermeture à peu près dans ces conditions-là, il y a encore 2 ou 3 ans, on vous expliquait que les salariés qui sont victimes de ça trouvent que, allez, au fond, c'est pas anormal. Parce que s'ils avaient été à la place du taulier, enfin comme on le désigne ici, ils auraient fait la même chose. Peut-être que, d'ailleurs, aux États-Unis, ça évolue
sur ce terrain-là. Mais oui, en France, il y a une volonté majoritaire de re-réguler, de reconstruire le droit social. Et d'ailleurs, les gens... Je peux préciser ma question. bien sûr. On se dit qu'il y a des secteurs de l'économie, des secteurs entiers où il n'y a même plus le code du travail. Je veux dire, quand dans l'industrie automobile, il y a presque un emploi sur 2 qui est en intérim, il n'y a plus de droit du licenciement. L'intérim s'arrête et l'ajustement à la production se fait de manière immédiate. Donc, le droit du licenciement a un petit peu changé et risque de changer encore si la loi Macron... Considérablement changé. Et ça, par exemple, on parle de la loi Macron, mais la loi Macron, c'est encore une étape dans l'élan de Hollande et de son gouvernement avec les ministres successifs qui l'ont accompagné, un élan visant à, excusez-moi du terme, mais défoncer le droit du licenciement économique dans ce pays. Parce qu'ils estiment que c'est exactement sur le licenciement qu'il y a le choc. Vous voyez, le choc à la fois idéologique, le choc social, le rapport de force se noue à cet endroit-là. Donc la loi rend plus facile le licenciement. Et pas la loi Macron. La réforme qui a eu lieu exactement le 14 juin 2013, qui fait que... L'accord de flexi-sécurité. Oui, enfin, ils appellent ça la loi de sécurisation de l'emploi, qui est en vérité une loi de sécurisation des licenciements. C'est une loi qui enlève aux salariés toute possibilité de contester le licenciement avant qu'il ait eu lieu. Jusqu'à ce que cette loi passe, vous aviez, dans toutes les entreprises dotées d'un comité, d'une représentation du personnel, la possibilité, notamment judiciaire, d'aller voir un tribunal et de dire, regardez, il y a un licenciement qui va se produire dans quelques mois, dans quelques semaines. Il est manifestement illégal. Sa justification ne tient pas la route une seule seconde. Regardez les bénéfices qui sont réalisés, etc. C'est absolument clair et net que ce licenciement est contraire à la loi. Monsieur le juge, prenez des mesures immédiates et stoppez le cours infernal de cette restructuration illégale. Et bien souvent, le juge arrêtait le processus. Les Goodyear, pendant plusieurs années, près de 7 ans, ont réussi à empêcher la fermeture de l'usine à Amiens-Nord parce que, à chaque fois que Goodyear relançait le processus, il y avait un juge qui disait « Mais non, mais c'est complètement illégal ce que vous faites, j'arrête le plan de licenciement avant qu'il ne soit trop tard. » Et quand M. Hollande est venu voir les Goodyear, il était à l'époque encore candidat à la candidature. C'était pendant les primaires socialistes. Il est venu voir les Goodyear, il est venu sur le parking et il a pris la parole. Et il a dit « Ce que vous avez obtenu, moi je vais le faire entrer dans le Code du travail. Je vais faire voter une législation qui permettra enfin à l'ensemble des salariés de ce pays qui sont confrontés à un plan de licenciement qui n'a aucune justification valable, d'arrêter le projet avant que les salariés ne perdent leur travail. » Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il est arrivé au pouvoir ? Il n'a pas seulement manqué à sa promesse, il a fait exactement le contraire. Il a fait voter cette loi du 14 juin 2013 qui fait que maintenant, en 2 étapes, il n'est plus possible du tout d'aller voir un juge pour essayer d'arrêter le train infernal avant qu'il ne rentre dans le mur. Vous voyez ? Et ça, c'est absolument hallucinant. Enfin, c'est hallucinant. En tout cas, les salariés restent bouche bée face à ça. Et en même temps, j'ai quand même envie de vous poser la question en me faisant un peu l'avocat du diable. Vous dites, les gens sont majoritairement contre la loi Macron. Mais je ne vais même pas parler des sondages parce qu'on déteste ça à Mediapart, donc on oublie les sondages. Mais il y a les urnes. Il y a la réaction d'un corps social. Il y a des manifestations. Souvenez-vous des manifestations pour les retraites sous Sarkozy. Là, on a quand même l'impression, et détrompez-moi, d'une société plus ou moins anesthésiée, détrompez-moi, qui réagit peu par rapport au choc des attaques que vous êtes en train de décrire. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Si vous ne l'êtes pas, dites-le. Et ensuite, comment vous l'expliquez? Moi, je ne la dirais pas anesthésiée, je la dirais sidérée, pour reprendre le terme, je crois, qui était utilisé sidéré, par si Pierre Jox. Il y a un effet de sidération. Bon. Et puis, il y a les rapports de force. Effectivement, la montée du chômage, la perte de centaines de milliers d'emplois dans l'industrie, enfin un bouleversement profond, sans parler des difficultés syndicales et pas simplement celles du moment, a totalement affaibli le rapport de force. Parler
des manifestations contre les retraites, pour le pouvoir d'achat à l'emploi, 2009, 2010. On était des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions, 3 millions, je crois, à un moment, dans la rue. Mais c'est un peu le même effet, si j'ose dire, que là aussi, je reprends Jox, mais en 2005, on vote contre et il ne se passe rien. Et même, non seulement il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'il y a une autonomisation, si j'ose dire, du politique par rapport à la volonté de ceux qui les élisent. Donc il y a quand même là une vraie, j'allais dire une difficulté, parce que je ne trouve pas d'autres mots, mais ce n'est pas le bon mot. On a un vrai problème sur la enfin, pour moi, il y a bien longtemps, pour ne pas dire jamais, une telle différenciation entre le pays légal et le pays réel. Et ça, c'est un vrai problème politique. Mais c'est pour ça que je voulais vous reprendre un peu sur cette histoire de chômage de masse, parce que je pense qu'on ne peut pas le comprendre si on ne va pas à la racine de ça. Et je pense qu'il y a des couches entières de population qui, elles, sont relativement peu touchées par la crise, en tous les cas en termes de chômage et de précarité, et qui donc vivent une crise, je ne dis pas heureuse, parce qu'ils ont des enfants, parce que les revenus, parce que les retraites, bon, on s'inquiète, ok. Mais c'est quand même pas la même chose que la situation de ceux qui vivent dans la précarité du quai de Ouistreham, pour reprendre ce que vous évoquiez tout à l'heure, qui est d'une nature totalement différente. Moi, parfois, j'ai l'impression qu'on vit sous le Second Empire. Voilà. Avec Offenbach et la grande société d'un côté et ce que décrit les misérables par ailleurs. Voilà. Je pense qu'on est en train de revivre ce type de situation. Ce que je voulais dire, c'est qu'on parle beaucoup du droit du travail, et à juste titre, mais je pense que cette déconstruction, elle ne se fait pas que sur ce terrain-là, ou sur ce seul terrain-là. Il faudrait parler des relations conventionnelles, conventions collectives, l'accord d'entreprise versus l'accord de branche, la hiérarchie des normes, bien sûr, les conventions collectives à critères classants, où les compétences ont remplacé les qualifications. Enfin, bien sûr, le plus visible, on part du travail du dimanche. C'est toujours du droit du travail, ça. C'est toujours du droit du travail, mais c'est quand même aussi une réalité de fonctionnement au quotidien qui est pas de l'ordre du droit stricto sensu, c'est une pratique sociale. Hein. Et cette déconstruction, elle se fait aussi sur ces terrains-là de façon peut-être plus insidieuse. On parlait licenciement et plan de licenciement, mais aujourd'hui, les ruptures conventionnelles, c'est bien comme ça que ça s'appelle, sauf erreur de ma part, sont 2 fois plus nombreuses que les licenciements éco. C'est-à-dire qu'on va dans du contrat, si j'ose dire, du pseudo-contrat, avec tout ce qu'on sait d'inégalité qu'il y a derrière entre les salariés et les patrons. On tente de défendre tant bien que mal les procédures de licenciement collectif. Je ne répète pas mon objection, mais tout ça est mité de l'intérieur par ailleurs. D'accord, mais j'aimerais que vous y répondiez. Vous partagez ce diagnostic de sidération quand je parle de la réactivité ou pas d'une société? Daniel Linhart d'abord. Je pense que non. Je pense malheureusement que notre société a été largement transformée par toute une politique qui s'est mise en place, qui a été mise en place par le CNPF à la suite de mai 68. Qui est une politique d'atomisation, d'individualisation de la gestion des salariés, d'organisation de leur travail, une politique de personnalisation de la relation au travail de chacun. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a eu toute une série de dispositifs et de pratiques, dont la dernière en date qui marque profondément les structures des entreprises, c'est les entretiens individuels de chacun avec leur N+1, où chacun se voit imposer des objectifs personnels et au bout d'un an, par son N+1, son supérieur hiérarchique immédiat, et au bout d'un an, se voit évaluer sur ses performances individuelles. Qui aurait pu imaginer une seule seconde dans les années 60 qu'un ouvrier aille tout seul dans le bureau de son chef, sans être accompagné par un délégué du personnel ou des camarades, se voir imposer des objectifs personnalisés avec des évaluations individuelles? C'eût été complètement impensable. Nous sommes à l'heure actuelle plongés dans un monde de mise en concurrence systématique, où les autres sont considérés comme des obstacles, où se développent vraiment des pratiques haineuses dans les entreprises, et il y a une méfiance généralisée. Je crois que c'est cela dont souffre profondément la France à l'heure actuelle. Et quand je parlais d'opinion publique, c'est de ça dont je voulais parler. Il y a une méfiance énorme. On parle beaucoup de fraude quant aux aides sociales, vous savez, par rapport... Mais le non-recours à ces aides sociales est infiniment plus développé. Vous savez, le nombre de gens qui ne demandent pas le RSA, qui ne demandent pas des prestations parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ne connaissent pas ça. Ça, on n'en parle pas. Il y a une sorte de chasse permanente aux parasites, à la 5e colonne, etc., qui, à mon avis, explique bien le fait que, finalement, les gens ne soient pas profondément choqués lorsque les gens
d'autres personnes perdent leurs emplois, lorsqu'elles elles passent au chômage, lorsqu'elles travaillent et qu'elles sont pauvres. Je pense que malheureusement, il n'y a pas une condamnation morale, éthique, comme on aurait pu espérer qu'elle existe. Françoise Milewski. Oui, moi je voulais répondre à la question que vous aviez posée sur est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui une tendance à la re-régulation ou des éléments de re-régulation du marché du travail. Je crois qu'il n'y en a pas ou très très peu, c'est-à-dire à l'inverse des débats qu'on a pu avoir sur les marchés financiers, si tant est que ce qui a été prôné ait été mis en place. C'est une autre histoire. Mais où on a dit à un moment, il faut contrôler, il faut réguler. On peut espérer une taxe Tobin, même si elle n'est pas créée. Voilà. On n'a pas aujourd'hui sur la question du marché du travail de discours réels sur il faut recodifier, restructurer. On a au contraire une tendance au développement, à la suppression de toutes les normes et en parallèle la mise en place de quelques mesures de compensation. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, dans la loi dite de sécurisation des parcours, on va dire portabilité des droits sociaux, puisque les salariés vont de quelques heures d'une entreprise à une autre avec la multi-activité, le multi-employeur, eh bien, on va dire portabilité des droits sociaux. On va, parce qu'on se rend bien compte que cette situation d'emploi précaire va être catastrophique demain et après-demain pour la retraite, et notamment pour les personnes isolées, quand elles ne sont pas dans un ménage. Et donc, on va dire, eh bien, on prend pas 200 heures, mais 150. C'est-à-dire qu'on valide un trimestre, on diminue le nombre d'heures nécessaires pour valider un trimestre. Donc, on a des mesures de compensation qui relèvent de ce qu'on peut appeler la protection sociale, mais qui, finalement, au bout du compte, ça veut dire que tout ce qui est le produit de la déstructuration du marché du travail reporte sur la puissance publique le coût de ces emplois précaires. C'est-à-dire le coût des suppressions de la précarisation est compensé. On le voit dans plein de domaines, on pourrait multiplier les exemples. Ce n'est pas une politique générale, parce que je ne veux pas dire qu'on construit une protection sociale à l'heure actuelle, mais on prend par des petites mesures des éléments de protection pour constituer des filets pour les situations les plus catastrophiques. C'est un recul... Enfin, est-ce que ce n'est pas un recul? Parce que moi, j'ai le souvenir, notamment, si on compare la période d'aujourd'hui à celle, par exemple, des années Jospin, il y a eu des grands débats dans la période 97-2002, notamment sur la taxation du travail précaire. Il y a eu 2 projets de loi qui ont vu le jour, qui ont finalement atterri à la poubelle, mais il y avait ce projet qui cheminait au-delà de 10% d'emplois précaires dans les effectifs. Hop, taxation très lourde. Là, il n'y a même plus ce débat. Non. Il y a juste, comme vous le dites, des petites compensations microscopiques. Il n'y a plus ce débat. Il y a eu un débat sur taxation de l'emploi précaire ou du temps partiel. La mesure qui aurait pu formellement être intéressante, c'est le fait de dire pas d'emploi à temps partiel inférieur à 24 heures, sauf que les conditions dérogatoires sont importantes. Et puis, on voit bien aujourd'hui le fait qu'elle n'a pas été mise en place à la date prévue parce qu'il y a une intense négociation avec les branches et qu'aujourd'hui, il y a des stratégies de contournement de cette mise en place. Là, on pouvait avoir potentiellement un élément qui aurait pu aller dans le sens de la réduction de la précarité si c'était effectivement appliqué. Mais il y a une dérogation terrible incluse dans la loi qui est, sauf si c'est à la demande du salarié. Et on voit bien comment, dans la période de forte précarité, de fort chômage, le volontariat forcé, évidemment, une entreprise qui dirait moi je vous propose 18 heures parce que je n'ai pas plus, dites que c'est à votre demande, sinon je n'ai pas. Ce que vous venez tous de décrire, c'est un émiettement du salarié lui-même. C'est-à-dire que c'est même plus un émiettement du travail, c'est-à-dire que toutes les forces d'opposition et de résistance, les syndicats en premier lieu, là on a l'impression... Je vois quelqu'un qui a fait les 80 manifs des Conti qui est en face de moi, donc il me dira peut-être le contraire. Mais on a quand même l'impression que ça a été détruit, que ça a été cassé, que ce maillage social en a pris quand même, a pris très très cher et qu'il réagit de moins en moins. Ce qui explique aussi peut-être ce diagnostic un peu navré. Ils ne sont pas contents, les salariés, de cette situation. Hein. Il n'y a pas, comment dire, une sorte d'adhésion à cette... dislocation du travail, l'émiettement, comme vous dites. Au contraire. Mais c'était ça le maillage, c'est que quand on n'était pas content, on avait quelqu'un à qui le dire. Oui, mais il y a encore... Là, attendez, donc quand je vous écoute, j'en suis moins sûr. Il y a encore quelqu'un à qui on peut le dire. Le problème, c'est que ce quelqu'un n'est pas forcément en politique. Vous voyez ?
il y a une aspiration très très forte Malheureusement, à c'est la le psy de plus en re-régulation. plus. Il y a C'est une vrai. aspiration, je dirais même en réalité, très forte à l'interventionnisme de l'État, des autorités publiques. Si vous demandez à des salariés qui se battent qui devrait le premier prendre un certain nombre de dispositions immédiates pour que l'injustice qu'ils subissent, y compris sur le plan politique et économique, soit repoussée, ils se tournent vers l'État. Ils se tournent massivement vers l'État. Et quand, en même temps, on leur explique que aujourd'hui, l'État est incarné par M. Macron qui pense qu'il faut non seulement que leur licenciement ait lieu, mais qu'il ait lieu le plus rapidement et le plus facilement possible, ils sont atterrés. Ils sont atterrés. Mais la grande difficulté, c'est que cette aspiration, où est-ce qu'elle rencontre une proposition politique ? Vous voyez, moi, je suis membre du Parti communiste. Vous voyez, le Parti communiste, aujourd'hui, ne porte pas un projet crédible, fort, engagé dans le mouvement réel des choses, de re-régulation. Il ne le porte pas. Il faut qu'on le bâtisse, il faut qu'on y travaille, il faut qu'on a énormément de choses à reconquérir et à améliorer. Mais vous n'avez pas aujourd'hui dans le pays une force politique capable de faire converger vers lui cette aspiration extrêmement forte qui traverse toutes les couches sociales. Bon, évidemment, en particulier celles qui subissent les conséquences de tout ce qu'on est en train d'évoquer. Mais il y a vraiment, dans le rapport des forces à l'intérieur de ce pays, quelque chose de très singulier et qui, je l'espère, va conduire à ce que les forces politiques finissent par trouver un chemin. En tout cas, que certaines d'entre elles, celles dans lesquelles moi je suis engagé, arrivent à retrouver en elles-mêmes et avec ceux qui portent cette aspiration, la capacité à rebâtir une organisation avec un projet. Alors là, on se tourne vers vous, Jacques Rigaudière. Et à changer Pourquoi expliquer cette absence de parole aux prochaines politique échéances électorales? Parce que je pense que c'est le résultat, le produit de tout ce qu'on vient de décrire. C'est pas le travail qui est en miettes, c'est le salariat qui est en miettes, d'une certaine façon. Cette atomisation, cette individualisation. On parlait en aparté, France Télécom, 59 suicides, ça va venir bientôt devant la justice, hein, je crois. Mais cette situation qui est extrême est une situation qui est vécue à moindre bruit, j'ose pas dire à bas bruit, mais qui est vécue très très largement dans l'ensemble du salariat. Et puis, il y a quand même moi je le redis, ce que je pense profondément, c'est qu'il y a des couches sociales qui vivent une crise relativement, pas tranquillement, mais enfin sans drame majeur, et qui ne voient pas de raison de sortir de ce cadre-là. Est-ce qu'il ne faut pas nuancer le propos ? Là, aujourd'hui, on a appris à nouveau qu'il n'y avait pas de coup de pouce en faveur du SMIC. Parce que la précarisation se fait pas seulement dans les formes de travail, elle se fait aussi dans les revenus. Dans les revenus, bien sûr. Revenus médians des Français, je parle sous le contrôle des économistes, 1600... Revenus, pas salaire. 1640 € par mois. Donc le revenu médian des Français, 50% des Français sont donc en dessous, et pas très très au-dessus du SMIC. Dans un pays où il y a combien ? 5,8 millions de demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues, 10 millions de pauvres. Donc le paysage, ça donne un paysage de la crise sociale, des fractures sociales ou des souffrances sociales qui est quand même considérable. Et donc si il y a des couches sociales qui s'en sortent pas trop mal, elles sont quand même... Le gros du pays vit une période... Mais je pense que c'est ce qui vient d'être dit qui explique aussi cette situation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... il n'y a pas d'accueil politique véritable pour faire face à tout ça, parce que ce qui est dit ici ou là, soit n'est pas crédible ou porte autre chose. Il y a une offre politique, si j'ose dire comme ça, qui n'existe pas encore. Françoise Milewski. Une réalité dont il faut tenir compte pour répondre à votre question, c'est le fait qu'une chose était l'industrie, les rapports collectifs, la représentation syndicale, des grilles de classification, des normes. Aujourd'hui, la majorité des emplois, c'est dans les services, dont la partie extrême la plus dispersée, pas tous les services, mais la partie extrême la plus dispersée, qui sont les services à la personne, les services de proximité. Et on a là une réalité du salariat qui n'est plus du tout la même. Et donc, du point de vue à la fois de réaction au licenciement ou de l'organisation elle-même, on n'est plus dans la même réalité. Et même l'ajustement de la crise dans un certain nombre de secteurs comme cela s'est fait en partie
par des réductions d'horaires et moins... Bon, ce n'est pas les plans de licenciement collectif comme on a pu les avoir dans l'automobile, dans le bâtiment. Donc on a une réalité aussi qui est que la capacité de réaction de salariés atomisés en multi-employeurs avec des statuts différents dans des endroits qui ne sont plus les structures collectives, qui ne sont pas les mêmes que les structures collectives de la grande industrie, explique aussi une partie des évolutions. Et la question qui va de pair dans les deux sens, c'est la question aussi de la féminisation de la main-d'œuvre. C'est-à-dire que ces formes d'emploi ont concerné principalement les femmes parce qu'elles étaient en situation d'infériorité sur le marché du travail, et en retour, parce qu'elles représentent près de la moitié de la population active, eh bien, ça a des effets sur l'ensemble de la population active. Donc c'est un mouvement qui va dans les deux sens. Un mot. Moi, j'aurais juste tendance un peu à nuancer, parce que effectivement, les usines sont plus propices, par les collectifs qui existent, à des formes de syndicalisation. Mais deux choses. D'abord, on s'aperçoit que même dans les usines, il y a de moins en moins de syndicalisation. Dans celles qui existent encore, il y a 25% quand même d'industrie encore. Et une bonne partie des services, ou du tertiaire, comme les hôpitaux, comme dans l'enseignement, ce sont des grandes entités où on pourrait tout à fait imaginer que les gens se syndicalisent, que les gens se mobilisent. Et moi, je pense qu'en France, il y a vraiment, je crois que c'est ça qu'il faut travailler, en tout cas, c'est à mon avis là-dessus qu'il faut réfléchir, il y a cette intériorisation que si on a plus de chômage qu'ailleurs, c'est parce qu'on a plus de protection sociale qu'ailleurs, et c'est de cela dont on souffre. Et là, il y a un nœud, je crois, qu'il faut travailler. Oui, Merci beaucoup à tous les quatre. Je vous interromps parce qu'il y a quelques autres acteurs des luttes dont on parle. Je ne suis pas sûr qu'ils soient d'accord. D'ailleurs, ils vont réagir tout de suite, qui attendent de prendre vos places. Merci infiniment d'avoir participé à ce débat, tous les quatre. Merci à Laurent Mauduit d'avoir été avec moi. On va juste vous montrer la bande-annonce d'un film. On voulait inviter sa réalisatrice et puis on manquait de temps et de place. Elle s'appelle Nora Philippe et elle a fait un documentaire sur un sujet assez peu travaillé. En France, c'est Pôle emploi. Alors, ça s'appelle Pôle emploi, ne quittez pas. On voit bien pourquoi. Ce documentaire est dans les salles depuis le 19 novembre. Sa bande-annonce. Je ne suis pas ma collègue, je suis moi. Il a perdu son dossier, il va faire comment pour la retraite? Pour vous inscrire, c'est par téléphone, monsieur. J'ai toujours aimé ça, quoi. J'ai toujours... Voilà. Mais en même temps, il y a beaucoup de demandes pour pas beaucoup de place. Hein. Mais j'ai mis 4 mois pour avoir mon premier rendez-vous. Je l'ai eu qu'au mois de juillet. On déborde de partout, donc... il y a des petits dysfonctionnements, quoi. Non, mais La victime, c'est moi, quand même. Depuis ce matin, je me prends la tête avec tout le monde, j'en ai marre. Oh là là. Sans code au P2. Ils sont plantés, en Attends, fait, c'est quoi sans code c'est le P2? contraire. C'est pas possible, on nous parle de simplification et puis là, c'est... Je vais mettre Pôle emploi, on va mettre HP. Quelle était la mission de Pôle emploi? C'est de recevoir chaque demandeur d'emploi tous les mois. Mathématiquement, ce n'était pas possible. Pour voir 35 personnes dans la semaine, il me faut 3 journées entières de rendez-vous et pas des 3 quarts d'heure par rendez-vous. Il nous faudrait être porteur, être proactif, bref, réussir. Hein. On avait dit que c'était pas pertinent, l'atelier en groupe. Soit on reçoit pas le demandeur, soit on le reçoit en groupe. c'est pas possible, tu vas le voir quoi, 3 minutes Et encore, parce qu'il va être noyé dans la masse du collectif. Donc, c'est une attente très forte de la part de l'État. Il n'a pas nié le fait que la pression allait s'accentuer. j'ai vu le suivi mensuel, on devait être à 60 et qu'on a fini à 400. C'est ça, au final, on va faire du chiffre. C'est un mouvement perpétuel. Hein. On n'est pas tranquille à Pôle emploi. Il faut se rappeler tout le temps que derrière une demande d'indemnisation, il y a un être humain. Mon père, il a un CDD. Après, vient ici. Il doit s'inscrire au Pôle emploi. Il doit appeler 3949. Mais on est sourd. Martine Orange, journaliste économique à Mediapart, m'a rejoint pour ce second plateau. État des luttes sociales et nouvelles perspectives avec 4 invités. Isabelle Morer, bonsoir. Bonsoir et merci de me recevoir. Mais je vous en prie, vous êtes au chômage, membre du Mouvement national des précaires et des chômeurs. En octobre 2013, j'y faisais déjà allusion tout à l'heure. J'allais dire, vous aviez allumé. Non, vous aviez interpellé